Quel plaisir, quel bonheur, mesdames et messieurs, de vous avoir comme téléspectateurs. Je sais que vous êtes nombreux à la maison, de partout où vous nous suivez. Nous vous disons salut, salut, salut. C'est bel et bien votre émission Enquête des réponses. Et Enquête des réponses, comme vous le savez, c'est autour de l'actualité politique dominante en République démocratique du Congo. Et ces jours, nous avons reçu un homme avec qui nous allons discuter. Et cet homme, il est de la société civile, il n'est pas politicien. N'est-ce pas, maître? Il est de la société civile et il s'appelle Trésor Tendake Joka. Sorry. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Le nom d'une personne est sacré, mesdames et messieurs. Il faut éviter, en tout cas, de massacrer les noms d'autrui. Bonsoir, maître. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Je signale aux téléspectateurs que vous êtes avocat au barreau de la Gombe. Effectivement. Alors, nous allons parler aujourd'hui sur quelques faits d'actualité, quelques éléments d'actualité en RDC, notamment l'affaire sur la dissolution de l'Assemblée nationale, comme l'a déclaré le président de la République. Alors, notre première question serait de savoir, puisque vous êtes avocat, quand est-ce que l'Assemblée nationale peut être dissolue? Ou qu'elle peut être dissoute, voulais-je dire? L'Assemblée nationale peut être dissoute par le président de la République lorsqu'il y a crise persistante entre elle, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, et le gouvernement. Voilà la raison principale pour laquelle la Constitution a prévu ou a donné pouvoir au chef de l'État de dissoudre l'Assemblée nationale. En tant que garant de la nation, bien sûr. En tant que garant des bons fonctionnements des institutions. Alors, maître, il arrive aujourd'hui que l'Assemblée est dissoute. Qu'est-ce qui arrivera? Faudra-t-il réorganiser les élections en RDC? Qu'est-ce qui va se passer? Puisque nous ne sommes qu'au début du mandat de Félix Tshisekedi et de son gouvernement. Oui, merci beaucoup. Toujours la même Constitution, en son article 148, a prévu ce qui doit arriver lorsque l'Assemblée venait d'être dissoute par le chef de l'État. La Commission électorale indépendante est appelée à organiser les élections de nouveaux députés nationaux dans les délais de 2 mois, c'est-à-dire 60 jours. Voilà ce que la Constitution a prévu en cas de dissolution de l'Assemblée nationale. Alors, vous avez suivi avec nous, avec attention, les propos tenus par la présidente de l'Assemblée nationale. Je parle de Madame Janine Mabunda Lioko, après la déclaration du président de la République. Mais la question première est celle de savoir, est-ce que les propos du président de la République peuvent être contestés par qui que ce soit? Merci beaucoup. Les propos du chef de l'État, en tant que garant des bons fonctionnements des institutions, ne peuvent faire l'objet d'aucun débat. Ça, c'est connu. C'est connu de tout juriste et de tout constitutionnaliste. Mais les propos du chef de l'État peuvent appeler à un débat. Lorsque le chef de l'État parle de la dissolution éventuelle qui peut arriver, les chercheurs peuvent analyser si les conditions de cette dissolution sont réunies. Mais dans les cas d'espèce, vous veniez de parler de la présidente de l'Assemblée nationale. Peut-elle débattre sur les propos tenus par le chef de l'État? Conformément à la Constitution, le président de la République prononce son discours sur l'état de la nation une fois par an. Et lorsqu'il prononce son discours sur l'état de la nation, ce discours n'appelle à aucun débat. Ici, les propos du chef de l'État n'ont pas été tenus ou prononcés devant l'Assemblée nationale. Évidemment.
c'est tenu devant les Congolais. Et en dehors du pays. Oui, en dehors du pays, mais devant les Congolais de l'étranger. Mais est-ce que la présidente de l'Assemblée nationale peut donner son point de vue? À mon humble avis, oui. Mais quant au contenu du discours, c'est un sujet à débattre. Mais maître, la crainte que Janine Mabunda ne réagisse pas comme présidente de l'Assemblée nationale, mais plutôt comme membre du FCC. C'est ça la crainte. Comment avez-vous premièrement jugé le fait que Mabunda ait réagi à ces propos du chef de l'État? Bon, je venais de vous dire qu'en tant que Congolais, le discours du chef de l'État peut faire objet à aucun débat. Non, peut faire objet à un débat scientifique. Mais lorsque le chef de l'État se trouve devant les congrès, son discours ne fait l'objet d'aucun débat. Mais revenons maintenant aux propos tenus par la présidente de l'Assemblée nationale. Nous estimons que ces propos ont été tenus non dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, mais lors de l'échange des vœux. Ce sont des propos qui engagent la présidente de l'Assemblée nationale, d'après son entendement. Mais la question essentielle ici, que je désire qu'on puisse débattre, parce que nous ne venons pas débattre sur les individus ou sur ce que les individus pensent, mais sur les faits. Tout à fait. Sur la dissolution. Qu'est-ce que la loi a prévu? Comment cette dissolution peut être faite? Quelle est la personne ou quelle est l'autorité compétente qui peut prononcer la dissolution? Donc, je voudrais que nous puissions plus recadrer les débats pour apporter des solutions concrètes. Parlant de l'autorité compétente, oui. Nous avions parlé du chef de l'État. Je vous ai posé une question de savoir à quel moment, par exemple, le chef de l'État peut dissoudre l'Assemblée nationale. Vous nous avez répondu que c'est lorsqu'il y a crise. Lorsqu'il y a crise, que le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale. Maintenant, puisque nous devons avancer, voyant aussi le fait, et voyant aussi les propos, puisque quand on parle des propos, quand on parle, vous avez parlé de faits, les faits ne peuvent être venus que des humains que nous sommes. Voilà pourquoi nous avons parlé des propos tenus par les speakers de l'Assemblée nationale. Alors, maître, que l'article de la Constitution donne au président de la République le droit de dissoudre l'Assemblée. Oui, merci beaucoup. Je vais commencer par donner une précision de taille. Okay. Lorsque le président de la République est intervenu devant la diaspora congolaise à Londres, il a parlé au conditionnel. Il n'a pas dit qu'il dissout l'Assemblée. Mais il a dit si on les pousse. Si on les pousse, il va dissoudre. Et lorsqu'il dit si on les pousse, c'est-à-dire en tant que membre de l'exécutif. Nous revenons maintenant par rapport à ce que dit la Constitution en son article 148. Conformément à cet article, le président de la République, c'est un article bien formulé, peut dissoudre l'Assemblée nationale, lorsqu'il y a crise persistante entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Mais pour dissoudre cette Assemblée nationale, il y a des préalables. De un, il faut une crise persistante entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. De deux, le président de la République doit consulter le Premier ministre en tant que chef du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, ainsi que le président du Sénat. Mais avant ce préalable, il y a un problème de délai qui se pose, le délai légal. À partir de l'installation de l'Assemblée nationale, une année, avant une année,
le président de la République n'est pas autorisé à dissoudre l'Assemblée nationale. Deuxième condition, nous avons dit la consultation. Le président de la République consulte le Premier ministre et les deux présidents des deux chambres du Parlement. Le Sénat et l'Assemblée. Le Sénat et l'Assemblée nationale. Après avoir consulté ces trois autorités, ces trois animateurs des institutions, c'est alors que le président de la République peut prendre une ordonnance de dissolution. Mais de ces conditions, il se pose beaucoup de débats. Débats scientifiques entre juristes et entre constitutionnalistes. Puisque l'article 148 de la Constitution ne définit pas ce qu'il faut entendre par la crise. La crise dont parle l'article 148 n'est pas connue et n'est pas définie par la Constitution. Mais comme cet article... Là, vous m'avez avalé ma question, maître. Vous m'avez déjà pris ma question dans la langue. Alors, on évolue. Je parlais de la crise qui n'est pas définie par la Constitution. Mais comme cet article connaît au président de la République le pouvoir exclusif, c'est-à-dire il appartient seul au chef de l'État de constater cette crise. Et lorsqu'il constate la crise, il y regarde si le délai d'une année à partir de l'installation de l'Assemblée nationale s'est écoulé, il y consulte les chefs des institutions que je venais d'énumérer et il est dissous. Mais la crise, puisque vous allez me poser certainement la question de savoir ce qu'il faut entendre par la crise. La crise est entendue ici au sens du conflit entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. La crise peut être aussi entendue au sens de l'ingouvernabilité. Puisque lorsqu'on parle de l'ingouvernabilité, vous comprenez, il y a le mot gouverner. Or, nous avons un gouvernement. Ce gouvernement est convoqué lorsque il s'agit du Conseil des ministres. C'est le président de la République qui convoque le Conseil des ministres et qui le préside. Donc, sur le plan du droit, c'est le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Mais en réalité, nous avons une autorité qui est placée au-dessus même du gouvernement, qui est le président de la République. Sans être membre du gouvernement, mais le président de la République convoque et préside le Conseil des ministres. Le Premier ministre ne peut convoquer et présider le Conseil des ministres que sur pouvoir de délégation ou sur autorisation du chef de l'État. Et puisqu'il y a une autre question qui se pose, vous allez m'excuser d'être un peu plus large. Allons-y. Par rapport au conflit entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Mais est-ce que le président de la République est membre du gouvernement? Je vous ai dit, sur le plan constitutionnel, non. Mais sur le plan pragmatique, le président de la République est le véritable chef du gouvernement. Et il faut se situer dans la logique du régime politique que la RDC a adopté. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Et dans ce régime semi-présidentiel, le président de la République est irresponsable devant l'Assemblée nationale, mais lorsqu'il arrive au président de la République de prendre certains actes énumérés limitativement par la Constitution, le Premier ministre doit contresigner. Et le contreseing du Premier ministre, c'est la responsabilité qu'il y porte de cet acte signé par le président de la République devant l'Assemblée nationale. En d'autres termes, sans être membre du gouvernement, le président de la République qui prend les actes, le Premier ministre fait sien les actes posés par le président de la République et est responsable de ces actes devant l'Assemblée nationale. Et là, si on se situe dans le cadre de l'exécutif, nous avons un exécutif bicéphale. C'est-à-dire, maître, c'est-à-dire un exécutif qui a deux chefs ou qui a deux organes. Vous avez le président de la République
comme organe et les chefs du gouvernement et le gouvernement dirigé par le Premier ministre. Mais le président de la République, voilà pourquoi j'avais parlé du garant des bons fonctionnements des institutions. Le président de la République, c'est un arbitre. C'est le juge des institutions. Et pour éviter certains excès ou pour apporter l'harmonisation des institutions, la Constitution a accordé ou reconnu au chef de l'État un certain nombre de prérogatives que lui seul peut exercer. Et dans le cadre de la dissolution, le président de la République dispose du pouvoir exclusif. Il est le seul juge de pouvoir agir ou de pouvoir prononcer la dissolution. Mais il se pose un autre problème. Il se pose un autre problème par rapport à la consultation. Un certain nombre de personnes se posent la question. La consultation de l'Assemblée nationale, de deux chefs au fait, de deux chambres. De trois chefs. Il y a le Premier ministre, l'Assemblée nationale et puis le Sénat. Le Sénat. Ok. La consultation. Ici, le constituant est très clair. Le président de la République procède à la consultation. La consultation, je vais vous donner un exemple. En médecine, lorsqu'un médecin consulte, il fait les diagnostics, il établit la maladie et il administre des produits. Il fait des prescriptions médicales pour attaquer la maladie. Et en droit constitutionnel, la constitution dont on parle, il s'agit de... Vous voulez nous dire que là, le président de la République ne fait qu'informer aux trois chefs, parce que... Il les invite, il leur parle, il leur fait voir qu'il existe une crise récurrente et persistante entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. En droit, puisque nous sommes ici dans une analyse hautement juridique, tout à fait. Lorsqu'on consulte, c'est comme un avis donné par le ministère public. Le juge n'est pas lié par cet avis. Puisque de par l'essence, de par l'économie générale de l'article 148, c'est le président de la République qui prononce la dissolution. Il y consulte. Et lui seul. Lui seul. Ni le président du Sénat, ni le président de l'Assemblée nationale, ni le Premier ministre, personne n'a la compétence de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale. Seuls les chefs de l'État. Là, nous allons voir seulement, vu l'urgence, là, les chefs de l'État s'imposent déjà. Oui, pas nécessairement vu l'urgence, mais vu la crise persistante entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Vu la consultation du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat. Et le président ordonne. Mais se pose un problème par rapport à cette ordonnance. Il y a des juristes qui pensent que cette ordonnance doit être contresignée par le Premier ministre. Comme je l'avais dit plus haut, les contreseins. La philosophie du contreseing, c'est une philosophie basée sur la responsabilité du Premier ministre qui endosse l'acte posé par les chefs de l'État devant l'Assemblée nationale. Mais ici, nous sommes devant un cas sui generis. Vous avez l'Assemblée qui doit être dissoute. On consulte le Premier ministre, on consulte le président du Sénat, on consulte le président de l'Assemblée nationale et le président de la République, oui, le Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, ainsi que le Sénat, ainsi que le président du Sénat. Les trois partis assemblés autour du président de la République. Rassemblés autour du président de la République. Pas pour en discuter, mais pour recevoir la prescription. Ils peuvent en discuter, mais non aucun argument à imposer au chef de l'État. C'est au chef de l'État de pouvoir décider. Puisqu'il résulte même de la jurisprudence constitutionnelle que le président Kassavoubou avait dissous l'Assemblée nationale sans passer par le Conseil des ministres comme c'était prévu par la Constitution. Il a dissous l'Assemblée nationale. Ici, le président dissout l'Assemblée nationale
Son ordonnance n'a pas besoin d'être contresignée par le Premier ministre, puisque le Premier ministre n'aura pas de responsabilité politique à porter devant une Assemblée nationale qui doit être dissoute. Le Premier ministre ne devait porter la responsabilité que si cette Assemblée nationale était en fonction. Donc, sur ce plan, il y a de doctrinaires comme le professeur Julie dans son ouvrage de droit constitutionnel qui considère à juste titre que l'ordonnance de dissolution ne peut pas être contresignée par le Premier ministre et cette ordonnance relève du pouvoir exclusif du chef de l'État. Alors, maître, selon vous, le président de la République n'a cessé de faire cette déclaration. Là, nous revenons encore sur les faits. Cette déclaration de dissoudre, il nous semble qu'il y a une crise qui persiste pour pousser au chef de l'État de persister dans cet angle-là. Merci beaucoup, une très belle question. Et vous êtes très nuancé, puisque chez nous en droit, le droit loge dans la nuance ou dans les nuances. Vous dites, il semble. Le chef de l'État a parlé au conditionnel. Il a parlé au conditionnel, mais les gens estiment qu'il y a une crise persistante. Ce n'est pas à ces gens de constater cette crise. C'est au chef de l'État de constater la crise et au seul chef de l'État de pouvoir poser les actes qui lui sont dévolus par l'article 148 de la Constitution. S'il y a crise persistante, c'est au chef de l'État de pouvoir constater, puisque la crise est éminemment politique, c'est un élément, c'est un indice politique. Le chef de l'État qui constate qu'il y a une crise, qu'il y a une certaine ingouvernabilité entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, est seul juge, seul arbitre de pouvoir prendre une décision. Une décision qui ne peut être contredite par personne, ni le Premier ministre, ni le président de l'Assemblée nationale, ni le président du Sénat. Mesdames et messieurs, nous allons petit à petit pour prendre notre deuxième sujet. Là, je pense que le maître nous a expliqué clairement à quel moment le président de la République peut prendre la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Alors, maître, nous avons circulé dans plusieurs cellules de l'UDPS, parti cher au président de la République. Selon les amis de l'UDPS, il semble que la décision prise par le président de la République doit rester ainsi, parce que Janine Mabunda, il semblerait qu'elle est poussée par les gens du FCC. Êtes-vous d'avis, maître? Merci beaucoup. Ici, il faut savoir recadrer les sujets. Ici, nous ne parlons pas des partis politiques. Le président de la République est au-dessus des partis politiques. Vous ne pouvez pas lier la personne du chef de l'État à l'UDPS. C'est le président de tous les Congolais. Il est président des membres du MLC, le président des membres d'Ensemble pour le Congo, président des membres d'autres partis politiques. Non, mais ces discours-là, vous n'allez pas amener à l'UDPS, hein, maître. Il risque de vous lapider. Non, les gens de l'UDPS, ce sont des gens civilisés, ils ne doivent pas me lapider, mais ce que je dis est scientifique. Évidemment. Le président, pour prendre la décision, n'a pas besoin des avis des gens de l'UDPS. C'est le chef de l'État. Il est le président de tout le monde. Alors, que nos amis de l'UDPS puissent s'apaiser et d'accorder au chef de l'État le temps de pouvoir exercer les prérogatives qui lui sont reconnues par la Constitution. Puisque, conformément à l'article 148 de la Constitution, il n'est pas demandé au chef de l'État de consulter les membres de son parti politique. Il doit uniquement consulter les membres, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, ainsi que le Premier ministre. Concernant aussi la présidence de l'Assemblée nationale, dit que ce sont les membres du FCC qui l'ont poussé à dire ou à déclarer ce qu'elle a déclaré.
je ne suis pas aussi d'avis. Ça peut être, je dis ça peut être, et je suis très nuancé, les discours qui proviennent du fond de son cœur. Et puisque vous parlez de la présidente de l'Assemblée nationale, vous savez dernièrement ce qui s'est passé au Congrès américain, lorsque le président américain devait prononcer son discours sur l'état de l'Union. Vous avez vu le discours qui lui a été arraché. Voilà. Et déchiré d'ailleurs. Voilà. Ça rentre dans l'exercice normal de la démocratie. Le président américain a refusé de serrer la main à la présidente qui est la chef des représentants, de la Chambre des représentants. Et la chef de la Chambre des représentants, à son tour pour se venger, a déchiré séance tenante les discours sur l'état de l'Union du président américain. Et le président ne pouvait plus rien dire. Hein? Voilà. Et vous avez vu, le président Trump ne s'est pas alarmé. Les membres de partis républicains n'ont pas non plus réagi de manière négative contre cette présidente des représentants du Congrès, mais ça rentre dans l'exercice normal de la démocratie, mais il ne lui est pas autorisé de tout faire ou de tout dire. Il y a ce qu'on appelle les dires et la psychologie des dires. Il y a certaines choses qu'il faut dire et d'autres, il ne faut pas les dire en public. Non mais maître, nous n'allons pas aussi ignorer, nous n'allons pas aussi ignorer si peut-être aujourd'hui l'UDPS peut s'approprier du chef de l'État, c'est parce que l'UDPS voit aussi nos amis du FCC qui ne cessent de tenir des propos qui ne sont pas justes à l'endroit du chef de l'État, notamment dire que le pouvoir qu'il détient ne vient pas du peuple, c'est le pouvoir que nous lui avons donné. Dire ça à un chef de l'État, ça c'est de l'insulte. L'UDPS a raison quand même, maître. Bon, ici, nous ne constituons pas un tribunal pour dire qui a raison ou qui n'a pas raison. Bon, vous en tant qu'un homme des droits, qu'un homme des droits, ces genres de propos peuvent être tenus à un chef d'État. Je vous ai dit, il y a ce qu'on appelle les dires et la psychologie des dires. S'il y a nos amis du FCC qui les déclarent, c'est un discours à pouvoir relativiser. Puisque dans ces pays, nous n'avons pas vu comment les FCC, il n'y a personne qui a été témoin du moment où le FCC a transféré ou transmis les pouvoirs au chef de l'État. Juridiquement parlant, le chef de l'État a été élu par l'ensemble de la population. Le contentieux a été porté devant la Cour constitutionnelle, qui est l'organe habilité, qui est l'organe qui dit la vérité des urnes. Cette Cour constitutionnelle a pu proclamer quelqu'un comme chef de l'État et cela reste comme une vérité d'évidence, c'est clair et distinct. La Cour constitutionnelle a eu à proclamer quelqu'un comme chef de l'État et non le FCC. Nous le respectons et nous marchons avec lui. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à ces premiers sujets. Nous allons pendant 10 minutes discuter avec Maître Trésor au sujet du passeport diplomatique. Maître, vous allez nous dire, selon les droits, qui mérite d'utiliser le passeport diplomatique. Oui, conformément aux droits, il y a un certain nombre de personnes qui sont habilitées de pouvoir porter le passeport diplomatique. Et là, nous commençons au sommet de l'État. Vous avez le président de la République, vous avez son épouse, ainsi que les membres de sa famille. Ils ont le droit de porter le passeport diplomatique. Vous avez les directeurs de cabinet du chef de l'État, vous avez les différents directeurs de cabinet adjoints et certains conseillers spéciaux du chef de l'État. Cette catégorie de personnes est habilitée à pouvoir porter le passeport diplomatique. Vous avez aussi le Premier ministre qui a le droit de porter le passeport diplomatique. Les membres du gouvernement, c'est-à-dire les ministres, les différents ministres, sont habilités à pouvoir porter le passeport diplomatique et à la rigueur, certains membres de leur famille. Vous avez le président de l'Assemblée nationale, vous avez les députés nationaux,
vous avez le président du Sénat, vous avez les sénateurs. C'est une énumération qui n'est pas exhaustive, mais du moins, cette catégorie de personnes sont habilitées à pouvoir porter le passeport diplomatique. Pendant quelle période, maître? Pendant la période qu'ils exercent leurs fonctions. Mais il faut apporter une nuance. Allez-y. Les chefs de l'État, l'ancien chef de l'État, conformément à la loi portant statut des anciens chefs de l'État, ainsi que certains membres ou certaines autorités, les chefs de l'État, son épouse, c'est-à-dire l'ancien chef de l'État, est aussi habilité à porter le passeport diplomatique. Vous n'avez pas parlé des gouverneurs, maître? Oui, je vous ai dit, c'était une énumération qui n'était pas exhaustive. Il y a aussi les gouverneurs qui peuvent porter le passeport diplomatique. Il y a aussi d'autres personnes, faute de temps, en 10 minutes, il ne faut pas citer toutes ces catégories de personnes habilitées à avoir le passeport diplomatique. Alors, maître, il arrive à un gouverneur qu'il n'est plus en fonction pendant une certaine période, je peux parler d'une année ou deux, mais il continue à détenir le passeport diplomatique et il continue à voyager avec ses passeports diplomatiques. Est-ce que ça peut se faire, maître? Non, ça ne peut pas se faire. Lorsque vous avez par exemple été député national et que la loi vous a reconnu le loisir de porter le passeport diplomatique, une fois vous n'êtes plus député national, vous ne pouvez plus porter ce passeport ou voyager avec ce passeport au fallacieux motif que vous êtes député. Puisque en portant ce passeport diplomatique, vous portez une identité qui n'est pas reconnue. Vous aviez cette identité, une fois les fonctions terminées, vous n'avez plus le droit de porter le passeport. Et lorsque vous portez ce genre de passeport diplomatique alors que vous n'êtes pas habilité, ou que vous n'avez pas la qualité, arrivez dans des zones frontalières, les gens de la DGN vont vous récupérer, on va confisquer les passeports et vous risquez d'être poursuivi au pénal puisque vous commettez aussi des infractions. Alors, qu'est-ce que vous conseillerez, maître? En tout cas, je sais que jusque-là, dans notre pays, il y a encore des gens qui détiennent des passeports diplomatiques, bien qu'ils ne sont plus au pouvoir, bien qu'ils ne sont plus en fonction. Pour citer, qu'est-ce que vous proposerez comme vous allez prodiguer peut-être comme conseil à tous ces gens-là? Un petit conseil qui se conforme à la loi. Nous sommes dans un état de droit. La loi a prévu dans quel cas il faut porter le passeport diplomatique et dans quel cas il faut cesser d'être porteur de ce passeport diplomatique. Donc, le respect inconditionnel de la Constitution et des lois de la République. Voilà, mesdames et messieurs, ce fut un plaisir pour moi de recevoir pour vous sur ces plateaux Maître Trésor. Maître Trésor qui vous a éclairé. Je pense que toutes les questions liées à la dissolution de l'Assemblée nationale, vous avez reçu des réponses. Maître, merci de répondre aux préoccupations de la population, parce que nous ne sommes là que pour la population. Sans la population, nous ne savons pas travailler. Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci au patron de cette chaîne, Monsieur Sacré Djoulou. Merci pour le grand travail que vous ne cessez d'abattre. Merci.